Jean-Christophe Cambadélis, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des principaux lieutenants de DSK, passé désormais au camp de Martine Aubry, Dominique Strauss-Kahn, qui est arrivé ce matin à Paris. On va en parler. On va naturellement parler de la primaire au PS qui a lieu le 20 octobre prochain, dans un peu plus d'un mois et demi. On va parler de la situation économique, de l'actualité internationale, puisque vous êtes en charge de ces dossiers. Mais actualité oblige, l'arrivée de DSK, qu'est-ce que vous attendez de lui ? Bon, j'attends à la limite pas grand-chose. Donc je suis très content qu'il soit de retour. Il est là parmi nous, comme nous l'avions dit, pronostiqué d'ailleurs dès le lendemain des événements de New York. Et voilà, il rentre aujourd'hui dans une phase de reconstruction. Il ne faut pas attendre les discours tonitruants, des interventions dans la situation politique française, etc. Mais est-ce que vous souhaitez qu'il donne son avis sur la primaire socialiste ? Il le décidera et il en parlera avec Martine Aubry, mais je pense qu'il n'a pas envie d'être un facteur de trouble, même s'il a ses opinions en ce domaine. D'accord. Mais vous, personnellement, vous voudriez qu'il intervienne ? Moi, honnêtement, je le suis dans ce qu'il fait. Je n'ai pas de conseils à lui donner sur le sujet. Je ne dis pas tu devrais prendre position, tu ne devrais pas prendre position. C'est à lui de sentir. Il est libre aujourd'hui, vous savez. C'est-à-dire qu'il n'est plus directeur du FMI, malheureusement. Il n'est plus candidat à l'élection présidentielle, malheureusement. Et donc il a pas d'attache. Donc il peut choisir ce qu'il a envie de faire. Il n'a pas d'attache, mais il a quand même un devoir envers vous. C'est un socialiste. Il était le préféré des sondages, en tous les cas. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas d'attache. Il en a, en fait. Non, il n'a pas d'attache dans le sens où il n'est pas impliqué dans la vie politique française maintenant. Il est en retrait. Donc, c'est à lui de voir. Je crois qu'il ne faut pas lui mettre la pression. Il en a déjà eu suffisamment comme ça. Alors, vous attendez quand même sa parole. Qu'est-ce que vous pensez néanmoins de la sortie de Martine Aubry mettant en cause le rapport aux femmes de DSK? Est-ce que vous allez rester fidèle à Martine Aubry ou est-ce que vous allez changer de mentor? Bon, écoutez, Martine Aubry a été irréprochable dans la défense de Dominique Strauss-Kahn et le Parti socialiste dans son ensemble, c'est plutôt bien tenu. Et je ne crois pas qu'il y ait de critiques à lui faire en ce domaine. En tous les cas, Dominique Strauss-Kahn ne lui en a pas fait, à ma connaissance. Après, bon, la question des principes, c'est-à-dire la présomption d'innocence et le respect de la parole de la plaignante, a toujours été ce que Martine Aubry a développé tout au long de ces semaines et de ces mois. Après, elle a un jugement, bon, au détour d'une phrase sur Dominique Strauss-Kahn et les femmes. Il y en a des jugements dans tous les sens. Il y a des femmes qui critiquent et des femmes qui ne critiquent pas. Bon, vous savez, c'est du registre du jugement de valeur et ça ne remet pas en cause mon engagement à côté de Martine Aubry. Mais les sondages montrent une avance confortable de François Hollande sur Martine Aubry. Et on est à 6 semaines de la primaire. Alors, est-ce que ça veut dire que les jeux sont faits ? Non, les jeux sont pas faits. D'abord parce que on ne sait pas qui va venir voter. C'est la première fois qu'on n'a pas de référence. Donc les sondeurs sont perplexes. Ils sondent une popularité en général. Et on voit bien qu'il y a 2 candidats qui se détachent, François Hollande et Martine Aubry. Mais ils ne peuvent pas vous dire qui se déplacera, quelle partie de l'opinion va se déplacer dans le vote. Et moi, je crois que les choses c'était plus incertain qu'on ne le dit. Il faudra attendre le dernier jour, et tant mieux, il faudra attendre le vote pour savoir qui est en tête du premier tour, puisqu'il y a un deuxième tour. Les 2 candidats se détachent, mais enfin, il y a François Hollande qui s'envole. Est-ce que Martine Aubry va pouvoir encore remonter la pente et regagner du terrain? Vous savez, quand on regarde les sondages, je vous ai dit que je les ai critiqués, on s'aperçoit par exemple qu'au 2e tour, c'est le 2e tour qui est important, pas simplement le premier, au 2e tour des primaires, l'écart entre Martine Aubry d'une part et François Hollande de l'autre se réduit, 9 points.
Martine Aubry a repris 9 points en quelques jours, puisqu'elle est partie beaucoup plus tard que François Hollande dans sa campagne. Donc 40% des sondés disent qu'ils peuvent changer d'avis, les panels ne sont pas scientifiquement probants, donc je crois qu'il faut se méfier des emballements. On l'avait eu d'ailleurs chez les écologistes, où M. Hulot était sûr de plier, si je puis dire, Madame Eva Joly, et puis on s'est aperçu que c'était pas aussi simple que ça. Mais justement, si Martine Aubry est en retard sur M. Hollande, c'est peut-être parce qu'on voit moins et quel est son positionnement, à part l'antisarkozisme, j'entends. Par exemple, on peut se demander comment les Français l'identifient. Si vous prenez l'exemple de Montebourg, par exemple, on peut l'identifier à 2 idées fortes. La 6e République, la démondialisation. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais enfin au moins c'est clair. On sait où il est, ce qu'il veut et où il veut aller. Martine Aubry, à quoi, à votre avis, à quelle idée force ou à quelles idées forces les Français peuvent-ils l'identifier ? D'abord, vous avez raison. Et pourquoi on ne l'identifie pas tout de suite, mais ça va venir, je vais vous en dire un mot, parce qu'elle était première secrétaire du Parti socialiste et qu'elle a dû rassembler alors que les autres se sont identifiés. Elle a dû faire fonctionner le Parti socialiste, le redresser. Et maintenant, elle doit montrer sa singularité. Or, sa singularité, elle est assez simple, c'est le changement. C'est le changement vis-à-vis de la politique de Nicolas Sarkozy. Vous avez dit qu'elle était très hostile à cette politique. Et c'est surtout la bataille contre la récession. C'est-à-dire qu'elle estime que la politique d'austérité telle qu'elle est menée, sans croissance, va nous conduire à la récession et à un certain nombre de milliers de chômeurs, une situation que nous avons connue avant-guerre, situation extrêmement grave auquel on doit faire très attention. Notre économie est en train de fondre, si je puis dire, le moteur de l'économie est en train de refondre, parce que jour après jour, on fait des coupes sombres dans les budgets, on multiplie les mesures d'austérité et on ne prend pas des mesures de croissance. Et donc à partir de là, il n'y a pas d'activité industrielle. Il y a de moins en moins d'activités industrielles. L'image de tout ça, c'est la Grèce. On a beau mettre de l'argent pour les aider et en même temps leur imposer plan d'austérité sur plan d'austérité, l'économie ne redémarre pas. Donc elle se bat là-dessus. C'est pour éviter la récession et pour proposer des solutions de sortie de crise. On va en parler de la crise, mais Jean-Christophe Cambadélis, comment vous jugez cette primaire ? Vous aviez dit que vous étiez contre une primaire pépère. Vous avez dit le temps n'est pas aux chochottes. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même le risque d'antagoniser les positions ? Vous savez, moi j'ai défendu deux idées assez simples. La première, c'est que 70% des Français estiment que la gauche ne ferait pas mieux que la droite. Et pourtant, nous avons, je le crois, collectivement, des solutions à la crise. Donc il faut que les Français puissent nous entendre. C'est qu'ils ne nous ont pas entendus. Ils n'ont pas entendu nos positions. Donc si on fait des primaires pépères, où on ne se touche pas, on ne s'agresse pas, on ne se parle pas, on ne dit rien et on attend que ça se passe, c'est les sondages qui vont prendre position et puis on ne sera pas audible. Donc moi, je suis pour que les primaires, ce soit une compétition cordiale et que les Français puissent choisir leur candidat au deuxième tour de l'élection présidentielle, parce que c'est ça qui va se mettre en place, c'est-à-dire celui qui ou celle qui va affronter Nicolas Sarkozy au deuxième tour de l'élection présidentielle. Alors, la campagne des présidentielles va se faire, comme d'ailleurs la campagne des primaires de la primaire au PS, sur fond de crise économique, l'endettement, la croissance, le chômage. Est-ce que vous n'allez pas vous mettre dans une mauvaise posture en refusant la fameuse règle d'or ? Je rappelle que c'est le projet gouvernemental qui veut inscrire dans la Constitution le retour progressif de l'équilibre budgétaire. Vous savez, je crois que le président de la République est en train de mettre la France dans un mauvais pas. D'abord parce qu'il conduit la France par sa politique économique à une récession majeure, mais ensuite parce que soit une fois qu'il connaît la position des socialistes, qui est de refuser de voter cette fameuse règle d'austérité dans la Constitution, soit il soumet au Congrès et il sera battu et ça aura des conséquences internationales. Le président de la République battu par le Congrès. Soit il ne le soumet pas et on aura démontré que Nicolas Sarkozy n'entraînait pas son pays. Donc c'est une erreur
pour l'économie et c'est une faute pour la France. Mais ce ne serait pas aussi une faute, ou une erreur en tous les cas, sinon une faute de la part des socialistes? Parce que vous prenez l'exemple des socialistes en Espagne. Eux, ils ont voté la règle d'or. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas le faire, vous? Pour une raison toute simple, c'est que nous pensons que cette politique, et nous sommes en désaccord de ce point de vue avec nos camarades espagnols, nous l'avons exprimé dans le cadre du Parti socialiste européen, je leur ai dit, nous pensons que la politique qui vise à multiplier les mesures d'austérité sans stimuler la croissance est une politique qui nous amène droit dans le mur. Donc eux, ils pensent que ils sont dans une situation difficile et il faut donner des signes au marché et qu'à partir du moment où l'Allemagne et la France le demandent, ils ne sont pas en possibilité de résister. Donc ils veulent donner des signes. Mais nous disons, il ne faut pas donner des signes au marché, voire à l'Allemagne qui demande. Il faut créer les conditions d'une nouvelle croissance économique en Europe. Mais qu'est-ce que vous dites toujours que le président Sarkozy, la droite, ne fait rien pour stimuler la croissance, ne font rien pour stimuler la croissance. Bon, il vous répondrait que si, ils font des choses comme l'abattement sur les allègements de charges, par exemple, sur les bas salaires ou d'autres. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Une toute autre politique. À l'évidence, il y a des mesures d'urgence. Est-ce que vous pouvez me donner une ou deux exemples? C'est simple. Nous, dans l'ensemble des niches fiscales qui sont aujourd'hui à l'œuvre en France, nous puiserions les éléments permettant de faire face au déficit public que nous... C'est-à-dire que vous supprimeriez d'autres niches? Oui, on commencerait la TVA sur la restauration, par exemple, à commencer par le... Et c'est ce que vous appelez une mesure pour relancer la croissance? C'est plutôt une mesure d'austérité? Non, si vous me posez la question sur ce que nous ferions, donc il y aurait ces mesures d'urgence, et puis toute une série de mesures, c'est-à-dire de faire en sorte que on redispatche les niches fiscales vers des niches productives, ce qui permettent d'aider à ce que on puisse relancer ou stimuler la production. Alors, Jean-François Copé, le patron de l'UMP, a parlé l'autre jour de violence démentielle, je mets ça entre guillemets, à propos de l'université d'été du PS à La Rochelle. D'abord, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Et ensuite, comment, de votre côté, percevez-vous l'université d'été de l'UMP qui se tient actuellement à Marseille? Et je crois qu'elle termine d'ailleurs ses travaux aujourd'hui. Écoutez, l'université d'été de l'UMP a été l'université de la division. Bon, et on voit bien, je suis très très étonné que de ce conflit entre M. Raffarin et le président de la République sur la TVA dans les parcs de loisirs. C'est une mesure prise par M. Fillon pour son X-e plan d'austérité. Monsieur Raffarin s'en offusque. Monsieur Sarkozy répond avec une rare violence contre un ancien Premier ministre. Et ils en parlent, et Monsieur Sarkozy recule. Pour moi, cela démontre l'impossibilité, l'incapacité du président de la République à tenir ses nerfs dans une confrontation, et son immense faiblesse par rapport à la majorité parlementaire. C'est un moment, on en reparlera peut-être dans les livres d'histoire, mais ce petit week-end est la marque pour moi très claire d'une attitude et d'un rapport de force. Comment vous jugez par ailleurs, Jean-Christophe Cambadélis, la mise en cause du président de la République par une magistrate, Isabelle Prévost-Després? Écoutez, d'abord, je crois que si elle avait des suspicions, elle aurait dû en parler au procureur. Ça me semble normal, c'est la voie hiérarchique. Elle ne l'a pas fait, je ne sais pas très bien pourquoi. Ensuite, personne ne nie que l'infirmière en question a parlé à la greffière de la magistrate. Personne ne le nie, puisqu'elle dit « j'ai parlé à la greffière, mais je n'ai pas dit ce qu'on a bien voulu dire ». Sur ses positions. Écoutez, dans ces histoires-là, vaut mieux en rester aux faits et pas dans l'interprétation des faits. C'est plus grave, à mon avis, l'écoute et la géolocalisation des sources des journalistes que la déclaration de cette infirmière et de cette magistrate. Nadège Pujak-Hermann.
Alors, vous êtes en charge des relations internationales au Parti socialiste. Après le sommet de Paris sur la Libye, est-ce que vous donnez quitus à Nicolas Sarkozy sur une intervention qui a été bonne, ou enfin qui est jugée bonne, pardon? Quitus me semble un terme un peu fort. La France a réagi un peu tardivement, faut être clair, mais elle a réagi sous l'impulsion de M. Juppé. Et on a un peu l'impression que aujourd'hui, Vous voulez dire sous l'impulsion de M. Juppé pour la Libye Oui. C'est Nicolas Sarkozy qui avait reconnu le 10 mars, c'est-à-dire le premier, le CNT, et je crois que M. Juppé n'était pas au courant. Non, mais M. Juppé a reconnu et a développé, a défini l'orientation de la France quand il a fait son voyage en Égypte quelques jours après l'éviction de Mme Alliot-Marie. Il a défini un certain nombre de principes. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a vraiment l'impression que depuis que M. Juppé est au Quai d'Orsay, il y a à nouveau une parole de la France. C'est une critique en creux de 3 ans d'errance de M. Sarkozy. Donc, sur tous les domaines, aujourd'hui, c'est critiquable. C'est un bon point pour Alain Juppé. Ah oui, incontestablement, c'est un bon point pour Alain Juppé, c'est un bon point pour la France, donc pour le président de la République, assurément. Mais voilà, ça ne gommera pas les errances sur la Tunisie, les silences sur l'Égypte, les embarras sur la Syrie. Enfin, M. Juppé était déjà ministre des Affaires étrangères. Mais la venue de tous ces dictateurs à Paris lors du 14 juillet de l'année précédente. Bon, tout ça ne sera pas gommé dans l'histoire. Mais, voilà, la France a retrouvé un peu son rang, principalement par la maîtrise de Juppé que par l'intervention de M. Sarkozy. Alors on va continuer, si vous voulez bien, Jean-Christophe Cambadély, sur les problèmes de relations internationales, même si tous les sondeurs le disent, en tout cas les questions internationales n'ont pas une grande importance dans le choix des Français pour une échéance présidentielle. Mais enfin, vous êtes quand même en charge des relations internationales au Parti socialiste. Le 20 septembre prochain, l'Assemblée générale de l'ONU devra débattre de l'attribution du statut d'État-nation à la Palestine. Quelle sera la position du Parti socialiste ? Bon, vous la connaissez, on l'a développée depuis maintenant de très nombreuses années. Elle puise sa source dans de nombreuses résolutions des Nations Unies et François Mitterrand a été la défendre à la Knesset, donc en Israël, très clairement. C'est-à-dire que nous sommes pour un État palestinien et pour l'hypersécurité d'Israël. Voilà, c'est assez simple. Oui, enfin là, c'est pas tout à fait le même sujet. Tout le monde dit je suis pour un État palestinien et pour la hypersécurité d'Israël, évidemment. Là, il va être reconnu. Donc nous. Mais vous êtes sûr? Vous pensez l'État-nation de Palestine va être reconnu là J'ai le plutôt 20? l'impression que Nicolas Sarkozy ayant demandé une position commune de l'ensemble de l'Europe, l'Europe étant majoritairement sur la thèse de la reconnaissance à part l'Allemagne, je pense qu'on va arriver à cette position. Mais vous savez tous que ceci ne réglera rien. Ça peut créer d'ailleurs quelques illusions ici ou là, mais c'est un pas, il faut le prendre en tant que tel. Il y a maintenant à travailler sur la sécurité. Croyez-moi, quand on voit les armes qui arrivent dans la bande de Gaza, on va changer de dimension dans les tirs. Hein. Je veux dire, on ne va plus être dans l'improvisation comme on l'a connu précédemment. Donc pour moi, c'est un moment important. Ce n'est pas le seul moment et la fin de cette histoire, loin de là. Alors ça veut dire que le Parti socialiste se prononce pour la création d'un État-nation de la Palestine aux Nations Unies à la fin du mois. Bien sûr, nous l'avons voté à l'unanimité. Vous savez que ces débats sont très lourds et très tumultueux au sein du Parti socialiste. Nous l'avons voté à l'unanimité lors d'un bureau national du mois de juin. Puis nous en avons discuté avec nos partenaires au sein de l'International socialiste. En dépit du fait que le Hamas s'est prononcé contre cette proposition. Ah oui, bien sûr. Bon, là, on est dans la compétition, dans l'affrontement entre plusieurs factions du monde arabe. J'aurais,
avant de finir, je voudrais revenir sur la Syrie. Quelle est la position du PS? En tous les cas, quelle est la vôtre sur la Syrie? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait demander aux Nations Unies aussi une résolution qui permettrait peut-être de prendre... Peut-être d'intervenir même, je ne sais pas. Vous avez parfaitement raison. Je veux dire, on peut pas faire de poids de mesure entre la Libye et la Syrie, même si les conditions ne sont pas les mêmes, et que la Ligue arabe s'était prononcée en Libye, elle ne se prononce pas en Syrie. Mais à partir du moment où la Turquie a pris position très très durement contre le régime syrien, où l'Iran vient de prendre ses distances avec le régime syrien, peut-être que on peut convaincre les Chinois et les Russes d'arrêter de soutenir la Syrie au Conseil de sécurité. Et on pourrait, vu les exactions, avancer vers une résolution qui serait une zone d'exclusion humanitaire, où on protégerait les populations, puisqu'ils rentrent avec des chars maintenant dans les villes et ils tirent sur les gens. Et il n'y a pas de solution syrienne à l'étape actuelle, parce qu'il n'y a pas d'opposition en capacité de mener le combat comme ceci a existé en Libye. Il n'y a pas de résolution internationale. Donc on est un peu dans la difficulté de définir ce qui pourrait être possible. Mais moi, je crois que on peut avancer. C'est le sens de ce que je viens de vous dire. Jean-Christophe Cambadélis, vous avez, on arrive aux dernières minutes de l'émission, vous avez réclamé la suspension d'autorisation d'émettre pour Sud Radio après son dérapage antisémite sur l'affaire DSK. Est-ce que vous avez eu une réponse du CSA? J'ai pas eu de réponse, mais le CSA est intervenu en direction de la direction de Sud Radio pour obtenir la suspension du journaliste. Mais moi, je vous avoue, j'ai été scandalisé. Il y a quelques années, ce genre de propos, un sondage pour savoir si parce qu'il est juif, Dominique Strauss-Kahn a pu échapper à la justice américaine, ça aurait fait les titres de toute la presse. Tout le monde se serait, je dirais d'un certain point de vue, soulevé. Et il y a une espèce de banalisation aujourd'hui. On dit ça, c'est rigolo, ou ça n'a pas d'importance. Et moi, je suis ulcéré que personne n'ait réagi à cela. Justement, à propos de M. Strauss-Kahn, je voudrais vous demander, est-ce qu'au cours des 4 derniers mois... Est-ce que vous estimez que c'est suffisant d'avoir moi, j'étais suspendu un des animateurs, d'ailleurs, pas les deux, voilà, moi, les deux à animer l'émission? J'étais pour la suspension de la radio. Il fallait faire un acte majeur et pas simplement celle du journaliste. Alors, je reviens. Monsieur Strauss-Kahn, est-ce que vous avez eu des contacts avec lui au cours des 4 derniers mois? Vous l'avez vu au téléphone? Comment ça s'est passé? Oui, je l'ai eu au téléphone assez naturellement. On a échangé. Bon, voilà, il faisait pas de conférence de presse. Il ne parlait pas longuement. Et dans quel état d'esprit il revient? On n'en a pas parlé tout à l'heure. Je crois qu'il veut s'expliquer, il veut parler, il veut, d'un certain point de vue, par une adresse aux Français, purger cette affaire de tous les fantasmes qui l'ont accompagné. Un dernier mot sur Jacques Chirac, dont le procès doit s'ouvrir en principe demain. Sa femme fait état d'un problème de santé et son avocat aussi. Est-ce que vous estimez que l'ancien président de la République doit se présenter demain devant la justice? Écoutez, cette affaire vient trop tard. Cette affaire vient trop tard devant la justice. M. Jacques Chirac n'est pas au mieux de sa forme. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? S'il est malade et a des difficultés, on ne va pas le faire venir devant un tribunal pour l'humilier quelque part. S'il ne l'est pas, il faudra le savoir. Mais bon, je crois que malheureusement, les retards dus à la politique de l'UMP qui a tout fait pour les obtenir, fait qu'aujourd'hui, on ne va pas s'acharner sur un vieux monsieur. Vous mettez aussi sa position de soutien à François Hollande sur le compte de ses
sur le même plan que ce type de sortie de... Non, je crois que François Hollande est arrivé tout jeune en Corrèze, alors que Jacques Chirac était là, pour le coup, au mieux de sa forme, et politique et en termes de santé, et qu'il a trouvé que le travail fait de conquête de François Hollande sur une quinzaine d'années était intéressant. Et donc il a voulu lui rendre hommage. Je crois qu'ils s'entendent bien, Chirac et Hollande. Jean-Christophe Cambadélis, merci d'avoir été l'invité.